Alors, il faut le lire de deux manières, 1 et 2, d'accord? Comment on fait pour pouvoir s'insérer professionnellement? Soit on répond à une offre d'emploi ou à une offre de stage, d'accord? Donc il y a déjà quelque chose d'existant. S'il y a une offre, c'est qu'il y a à un moment donné un recruteur qui a ressenti un besoin, voire même outre le ressenti, il a même défini de quoi il avait besoin, au point de pouvoir décrire les compétences qu'il recherchait. D'accord? Vous avez la possibilité également de candidater spontanément. Pas d'offre en vue, vous avez cherché, vous avez repéré, par contre la boîte que vous repérez, le labo, une instance, enfin je ne sais pas, il n'y a pas de... vous vous dites, ah ouais, j'adorerais, ce serait génial, etc. C'est là que du coup vous vous pointez physiquement, c'est mieux. Hein. Si vous faites une candidature spontanée, le mieux c'est de vous pointer et de montrer cette énergie qui brille, vraiment l'envie de bosser dans l'établissement auquel vous vous présentez. Là, vous matchez un maximum. Vous matchez pourquoi? J'entends des employeurs, et j'ai beau leur dire le contraire, vous êtes fous. On a des jeunes formidables qui nous disent ouais, ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas envie. Vous voyez ce genre de truc là, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Ouais, les jeunes maintenant ne sont pas motivés. Ah ouais, ben, si vous venez et vous montrez que vous êtes motivé, que vous parlez avec le cœur, vous allez dire tiens, il n'est pas comme les autres. Ouais, parce qu'on n'a pas vu les autres, hein, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que si vous envisagez une candidature spontanée, ça c'est vrai que c'est la meilleure des formules. Après, il vous faut le classique CV, ça c'est évident parce qu'il faut quand même passer par un filtre à peu près classique, d'accord? Et à ce moment-là, pas de lettre de motivation plus. Alors, ça dépend aussi, moi je pense qu'il vaut mieux en mettre. Alors par contre, ça on va en discuter. Ah, je ne vous ai pas dit, hein, mais l'évaluation elle va s'effectuer justement sur une offre d'emploi que vous avez repérée, une offre de stage, ou un genre de poste que vous souhaiteriez occuper, d'accord, voire une candidature spontanée, d'accord. Et c'est à partir de ce que vous m'enverrez, donc il me faudra 3 documents, celui-là, que je comparerai le CV et la lettre de motivation que vous avez envisagé pour cette offre que vous allez repérer ou pour ce poste que vous envisagez d'occuper. Ça va, vous m'avez suivi? Ouais. Donc, on verra qu'effectivement, la lettre de motivation, il ne faut pas un truc fait ni à faire, copier-coller, je l'ai envoyé à un tel, je fais juste le changement de l'adresse. Non. Il faut que ce soit habité, quoi. Il faut que ce soit habité, d'accord? Et ça, on va le voir. Hein, ça, c'est important. Justement, c'est pour ça que je voulais vous parler de l'environnement professionnel, pour que vous arriviez à comprendre dans quelles problématiques sont les recruteurs au moment de recruter. Pour qu'on arrive un peu à se mettre à leur place et à se donner quelques billes et quelques techniques pour avoir une lettre de motivation accrocheuse. D'accord? Donc, ce qu'il y a de plus facile, entre guillemets, c'est le fait qu'il y ait une offre d'emploi. Parce que comme je venais de vous le dire, ça veut dire que le recruteur, il a identifié qu'il avait un besoin, donc il a vraiment un besoin à combler, et il a su même définir la réponse à ce besoin, l'offre. D'accord? Donc ça vous donne une indication sur les besoins qu'il a. Par exemple, vous trouvez une offre sur 6 mois. Alors c'est un temps plein, mais sur 6 mois. Quelles seraient les questions qu'on pourrait se poser? Moi j'adore la question du pourquoi, hein. J'adore la question. Alors déjà, pourquoi 6 mois? Alors pourquoi il y aurait 6 mois? Un projet qui dure 6 mois, qui termine dans 6 mois. Un projet qui dure 6 mois, qui termine dans 6 mois. Première hypothèse. Pourquoi un projet durerait 6 mois? Enfin, pourquoi l'offre serait pour un contrat de 6 mois? Donc, un projet qui dure 6 mois, oui. Pour combler une absence, parfaitement. Et puis, ça peut être une absence indéfinie, hein, en tout cas, oui. Une phase de test. Donc pendant 6 mois, on va avoir la pression, on va se dire waouh, putain, je sens que je. Hein, c'est ça? Non, mais du coup, c'est ouf. Hein, non, c'est ça? Bon, moi, je le voudrais comme ça. Je voudrais bien cette liste à l'issue de ça. Aussi, parce que c'est dans les entreprises aussi. Ouais. Parce que j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises et oui, je sais qu'il y a certaines entreprises qui font ça. Ouais. C'est plutôt des startups qui font ça. Très bien. Alors, on récapitule. Soit c'est parce qu'on a un projet qui va durer 6 mois, enfin, dans le cas de 6 mois, hein. Soit on fait un remplacement.
soit effectivement on teste, hein, on prend à titre de test, avec peut-être l'espoir de pouvoir maintenir la personne, tout à fait. Il y a plein d'autres questions, là c'est les premières qui nous seraient venues aussi d'ailleurs, hein. Mais ça ce sont les premières questions qu'on a intérêt à poser si on a un contrat proposé pour 6 mois. Tiens, quelle est la vie de votre entreprise? Ah, vous avez trouvé un nouveau contrat? Ah, bien, et ça représente un enjeu pour vous, ce nouveau client? Ah, d'accord. Et vous voyez d'autres choses? Voilà, donc on est en pleine évolution, on est en train de se développer à l'international. Oh, génial, j'ai envie de partir à l'international, pourquoi pas? Voilà. Non, on est en plein redressement d'activité, c'est assez compliqué. On accuse le coup, donc on veut juste un contrat pour essayer d'impulser, on ne sait pas trop la suite, d'accord? Donc ça, c'est des questions qui peuvent être intéressantes aussi pour vous préparer vous, pour avoir une transparence des choses et pour arriver à voir si vous pouvez vous projeter ou pas. Ça va? Ok? Ouais? Dans mon optique, aucune entreprise ne sera, peut-être une vision très défaitiste, mais aucune entreprise sera relativement honnête et suffisamment honnête pour admettre qu'elle subit un coup dur et que c'est juste pour lui donner l'impulsion, ça ne donnerait pas envie à la personne à recruter de venir. Maureen. Pardon, je n'ai pas demandé aux personnes spontanément. Je vous demande. Alors, Maureen, ouais, c'est très juste. Ce que vous dites, hein, j'essaie de le reformuler, vous me corrigerez si je le reformule mal, mais c'est dans le scénario que je faisais là, vous avez un employeur en face qui vous dit, écoutez, moi c'est juste 6 mois parce que je ne sais pas trop où on va, on est en train de redresser d'activité. Effectivement, il y a une fierté, ouais, quelque part, compliqué de dire quand ça ne va pas. Hein. Et d'ailleurs, souvent, les entrepreneurs le disent trop tard, et alors qu'on aurait pu mettre en place des dispositifs pour les soutenir, les aider, c'est souvent trop tard. Donc il y a tout un mélange de fierté. Il y a aussi le fait que si on dit que ça ne va pas, les clients ne vont pas oser solliciter l'entreprise qui ne va pas, parce qu'on se dit, bon, on a passé commande, si elle explose en vol avant la fin de la livraison, on est mal, quoi. Hein. Donc c'est très juste, Maureen. Ça fait peur au potentiel recruté aussi, ça donne pas envie si la personne recherche de la stabilité. Ça ne va pas forcément être un argument en faveur de l'employeur. Alors, très intéressant. Je chope au vol. Si la personne a besoin de stabilité, mais en fait, est-ce que chacun d'entre vous avait besoin de la même chose? Il y a des aventuriers, il y a des risqueurs, il y a des voilà, il y a des gens qui projettent, hein, donc une stabilité au plus vite. En fait, chacun d'entre vous, vous avez une personnalité. Vous avez aujourd'hui une envie qui peut changer, hein. Elle va changer, hein, votre envie au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que ce que vous êtes aujourd'hui déjà, dans vos envies et dans vos projections, vous êtes déjà distinct, alors que vous pouvez avoir un diplôme équivalent. Déjà, face à un poste ou à une offre ou à un besoin, vous êtes déjà différent. Vous voyez où je veux en venir dans votre intention? Donc ça, ce qui est important, l'objectif que je me suis fixé, moi, à vos côtés, c'est que vous ayez conscience de qui vous êtes professionnellement, quelle est votre personnalité et quelle est votre envie, qui va changer. D'accord? Donc effectivement, si on cherche de la stabilité, on va plutôt flipper si on sent qu'il y a une entreprise qui va pas bien. D'accord? Mais il y en a qui vont être excités par l'idée de se dire, putain, l'enjeu là, c'est bon ça, j'ai envie d'y aller. Bon, je ne sais pas, hein, j'en vois pas. J'essaie de repérer les yeux qui brillent sur le Génorado. Alors, je ne sais plus, heureusement, du cabinet. Mais bon, pourquoi pas. Donc, effectivement, on remplace, il y a une commande, on peut constituer une équipe, Voilà, on a aussi des situations où ponctuellement ou durablement, d'accord, qui expliquent qu'à un moment donné, il y a un besoin d'offre d'emploi. Et puis, le côté spontané. Alors, ça c'est peut-être parce qu'on a pressenti le besoin, ou parce que vous avez des super radars, vous lisez la presse, vous avez suivi des conférences et vous avez entendu des choses, des projets d'un tel, etc., etc. Et ça, c'est du quotidien. Hein. Si vous arrivez voir, et vous voyez une boîte et vous vous dites, j'ai vu dans la presse que vous aviez un projet, je vous ai entendu à la conférence, ou je vous ai entendu dans l'interview, machin,
Et j'ai compris que vous souhaitiez vous implanter à Nîmes et tout. Est-ce que vous cherchez du monde? Moi, je suis ouais. Ah, c'est quoi? Tiens, un jeune qui écoute la radio. Enfin, vous voyez, bon, ouais. Oh là là. Bon, donc, sortez un peu du... Vous voyez? Et ça c'est du petit lait. Parce que du coup, vous interpellez. D'accord? Donc, ça peut. Ça implique, effectivement, en dehors d'Insta ou de TikTok, pour certains, je ne sais pas si la dernière génération TikTok, moi, je sais que les miens TikTok un peu, mais pas trop. Vite. Mais en tout cas, voilà, si vous laissez traîner vos yeux et vous scrollez sur de la presse type, je ne sais pas moi, la presse locale, ou si vous cherchez sur le local, ou la presse scientifique, ou des choses comme ça, ou sur des conférences, vous pouvez avoir des infos comme ça, des infos clés. Dans la vidéo, si vous l'avez vue, je vous invite de la voir, même si je suis chiante à écouter, je vous parle à un moment donné de construire et de bâtir un projet. Un projet, c'est celui dont je vous parle. C'est-à-dire, Maureen nous disait tout à l'heure, oui mais bon, mon intention c'est peut-être d'avoir une stabilité, etc., etc. Ça veut dire que chacun d'entre vous, il faut que vous arriviez à être conscient de quelle envie vous avez envie. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est cet horizon, c'est ce dont que vous visez qui va animer votre moteur et votre détermination et de dépasser votre timidité pour aller au-devant justement d'entrepreneurs ou de recruteurs. Parce que vous êtes tellement déterminé, vous avez tellement envie d'aller là ou ailleurs, etc., que tant pis, vous passez outre, vous faites violence, vous dépassez les périmètres de ce que vous pensiez incapable à dépasser parce que vous êtes animé par ça. Et ça, c'est tellement précieux parce que c'est ce qui va vous animer votre moteur toute votre vie. Et alors, vous allez toujours avoir un horizon, je vous le souhaite, qui va se poursuivre comme ça. Mais si vous arrivez à définir ce aujourd'hui, dans ce que vous connaissez de vous, vous arrivez à vouloir, et vous allez être captivant. Voilà. Et ça va vous filer un moteur de fou. Ça va. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu la vidéo, vous l'aviez entendu comme ça. C'est plus vivant comme ça. Ok, ça c'est bon, de toute façon vous l'aurez. Mais ça on est ok, on a vu quelques interventions qui permettent de se mettre des balises. D'accord? Je ne sais plus ce que j'ai prévu après. Alors, mettons-nous à la place du potentiel recruteur que vous allez avoir en face de vous. Quels sont les enjeux auxquels il doit faire face? Pour que vous compreniez comment effectivement l'écouter, le comprendre et lui proposer quelque chose qui soit adapté à sa problématique. Une entreprise, elle a déjà un bâti. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait un peu de comptabilité, s'il y en a qui flirtent avec la comptabilité des fois à table avec les parents. Non. Bon. Je vous ai là fait schématiquement. Imaginez donc un labo, là j'ai fait une usine, d'accord. Dans cette usine, pour qu'elle puisse fonctionner, on a la machine qui produit, d'accord. J'ai même mis un microscope, merci. Voilà, j'ai mis du mobilier, j'ai mis les ordinateurs, les réseaux, d'accord. Dans tout laboratoire, vous l'imaginez, ne serait-ce qu'une salle de formation, on est obligé d'avoir du mobilier. Tout ça, c'est de l'investissement. D'accord? C'est quelque chose de solide, c'est de l'investissement, c'est quelque chose dont on ne pourra pas faire sans si on veut faire l'activité que l'on veut faire. Si on veut faire de la recherche, on a besoin d'un labo, on a besoin des outils. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on va racheter tout le temps, mais il nous le faut. Ça, c'est de l'investissement. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez déjà investi dans votre voiture, par exemple? Est-ce que vous avez un remboursement d'un prêt aujourd'hui? Si certains d'entre vous avaient un remboursement d'un prêt, une entreprise, c'est pareil. Si on lisse l'investissement d'une grosse usine ou d'une petite entreprise, d'accord? Et si on le lisse, c'est un remboursement d'emprunt qu'il faut que l'on fasse tous les mois. C'est une charge fixe qui peut aller pas moins de 500 € à 5 000, à 50 000 €, tout dépend de l'investissement dont on a à faire. Donc je récapitule. Avant même d'avoir une activité avec des clients, avant même d'avoir du chiffre d'affaires, on se retrouve avec un recruteur, un employeur potentiel, qui a une activité professionnelle qui lui coûte mensuellement parce qu'il a investi pour pouvoir réaliser l'activité. D'accord? C'est juste, voilà, je ne veux pas vous effrayer, c'est juste pour vous dire,
la réalité des choses. C'est-à-dire que avant même d'avoir l'activité, si on doit rembourser 5 000 € par mois, il va falloir au moins rentrer ça avant même de payer les salariés. Donc, il y a déjà 5 000 € qu'il faut vendre quelque part. Bien. Une fois qu'on a le matériel, on va devoir payer le flux, c'est-à-dire il va falloir qu'on se paye la connexion Internet, il va falloir qu'on paye l'électricité, l'eau, les salariés, pour pouvoir finalement faire retourner notre histoire. D'accord? Là, rien que là, pour ceux qui n'ont pas fait de comptabilité, vous avez déjà une base de comptabilité. Ici, c'est ce qu'on appelle le patrimoine de l'entreprise, que l'on vend en général, d'accord? Et ici, c'est ce qu'on appelle le modèle économique, c'est-à-dire comment on arrive à faire un flux pour pouvoir équilibrer l'activité. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il faut comprendre que quand on va recruter ici, il faut que la personne qui recrute représente un potentiel de chiffre d'affaires, de ressources, pour pouvoir compenser le reste. Est-ce que vous comprenez? Il faut non seulement, si vous coûtez, admettons, 5 000 € par mois, hein, parce que vous avez des charges sociales, hein, il y a la sécurité sociale, la maladie, la retraite en France, jusqu'à quand? Je ne sais pas, mais pour l'instant c'est toujours ça. Donc effectivement ça coûte à l'employeur, mais ça nous fait une protection de nos travailleurs, d'accord? Bon, mais si vous coûtez 5 000 €, c'est 5 000 € en plus fixe, en plus de ce que je paie pour mon bâti, et en plus de ce que je paie dans les abonnements, etc., etc. Est-ce que ça va? Est-ce que là, il y a des questions à ce stade? Est-ce qu'on m'a suivi jusque-là? Est-ce que vous comprenez pourquoi je veux vous transmettre ça? D'accord? Alors non, pas pour dire, oh, le pauvre patron, non, hein, voilà, c'est pas pour plaindre, c'est pour prendre conscience de la réalité. On peut toujours y revenir après, hein? Ok? Donc, je voulais partager ça avec vous. Et puis, je voulais vous dire ensuite comment fonctionne l'écosystème. Qu'est-ce que je pourrais appeler écosystème? Qu'est-ce que, selon vous, j'appelle écosystème de cette usine ou ce laboratoire, en l'occurrence Ouais, le prénom du coup, parce que moi, c'était Fanny et vous? Ouais. Armel. Armel, enchantée. Enchantée. Je pense que quand on dit écosystème, c'est déjà les salariés qui se sentent bien au sein de leur immobilier. Et du coup, c'est aussi ce que va apporter l'entreprise pour que ces salariés se sentent bien et du coup rapportent. Parce que si les salariés ne se sentent pas bien, ils ne vont pas rapporter quelque chose, surtout au niveau de recherche. Par exemple, dans une entreprise d'analyse médicale, par exemple, les salariés, ça va être plutôt dans un bois, donc on va plus chercher à un problème. Alors que le chercheur va plutôt à remplacer. Ouais, effectivement. Il y a l'écosystème qu'on arrive à créer avec les salariés. Tout à fait. Un manager qui aime son métier, qui aime ce que je viens de vous présenter, hein, doit aimer son équipe. Hein, donc doit avoir ce souci-là. Hein, d'accord? Voilà. Si vous ne trouvez pas ça, vous cherchez du taf et vous démissionnez. Et on ne démissionne qu'une fois qu'on a trouvé du taf. Hein, pas à l'envers. Hein. On recrute ceux qui sont déjà recrutés. Hein, voilà. Dès qu'on tombe dans le chômage, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Hein, voilà. On ne va pas les endroits où on se sent bien. Dans l'écosystème, puisqu'on en était là, l'écosystème, pourquoi je vous parle de l'écosystème? Parce que si on n'arrive pas à rentrer par la porte, on peut rentrer par la fenêtre. Vous avez une entreprise en vue, absolument. Vous avez vraiment envie d'aller travailler dans cette entreprise-là. Mais, punaise, vous allez vous y aller, vous montrer votre trombine, et rien ne se passe. Mais non, désolé, on revient, machin. Par contre, ils travaillent avec des partenaires, avec des fournisseurs, avec des clients. Et donc, si celui que vous visez n'ouvre pas de poste, peut-être que dans son environnement, quelqu'un ouvre un poste et vous pouvez du coup rentrer par ce biais-là, être identifié comme un salarié ayant une expérience parmi le réseau de partenaires et avoir plus de potentiel d'être recruté ensuite. Vous m'avez suivi? Donc c'est pour ça que je vais vous montrer, c'est qu'un écosystème en général, alors là je laissais les producteurs parce que j'imagine qu'on peut très bien avoir de la matière première végétale que l'on on achète pour travailler en laboratoire, d'accord? Donc on prend de la matière première et on paie les producteurs, donc là c'est si vous voulez devenir agriculteur, hein, vous pouvez postuler chez eux. On a ensuite, j'imaginais peut-être des pharmacies, alors il y a peut-être d'autres intermédiaires, hein, vous connaissez peut-être mieux mais c'était pour l'illustrer. Donc vous transformez les produits, vous les vendez en pharmacie, et la pharmacie vous règle. Donc ça, déjà, les pharmacies, ça peut être un endroit. Peut-être que j'ai oublié un autre laboratoire qui peut faire aussi notre transformation, qui peut être aussi un interlocuteur que vous pouvez viser.
N'oublions pas également que dans l'écosystème, comme l'Armel le disait très justement, eh ben, il y a des salariés, d'accord, et parmi les salariés, il y a peut-être des relations qu'on peut tisser, et puis entendre qu'il y a des besoins et être force de proposition. Je ne sais pas ce que j'ai prévu d'autre. Ah oui, ben quand même l'État. Voilà. L'État qui est présent et auprès de qui, effectivement, le laboratoire paie des taxes. Donc tout ça, c'est l'écosystème d'une entreprise avec plus ou moins d'acteurs. Et ça peut être intéressant d'être conscient comment ça fonctionne pour voir si vous ne pouvez pas peut-être solliciter un tel ou un fournisseur ou un producteur ou un autre labo partenaire dont le client est la cible directe que vous avez. Ouais, alors ça c'était juste pour vous dire, vous pourrez le lire tranquillement, hein. C'était pour vous dire toutes les influences, les enjeux qu'il peut y avoir sur une entreprise ou sur un laboratoire. Je pensais notamment, par exemple, aux innovations technologiques. Si vous êtes doté, au sorti de votre diplôme, d'une avancée qui ne se faisait pas jusque-là, que les plus anciens salariés ne connaissent pas, quelque chose, ben vous pouvez l'avancer comme un argument en disant, ben écoutez, moi je suis formé à la nouvelle façon d'étudier, ou la nouvelle méthode, ou la nouvelle technique, etc. Et ça peut être un peu comme un cheval de Troie, l'argument premier pour amorcer un intérêt pour votre profil, par exemple. Hein, voilà, peut-être une nouvelle méthode de travail. Je ne sais pas si ça peut... voilà. Si vous savez qu'il y a, par exemple, de la concurrence qui arrive sur ce marché, et peut-être de l'avancer comme argument en disant, voilà, moi je suis performant, moi je sais qu'on a reconnu lors de mes stages ma capacité productive, ou je suis réactif, etc. On pourrait avoir une longueur d'avance par rapport aux concurrents qui peuvent arriver. D'accord? Donc, oui. De la même manière, ce genre d'argument qui peut ne pas être avancé de manière directe, mais être sous la forme, par exemple, sur le CV, de contact, de référence, ça peut marcher. Ça rassure. Hein. On a besoin de voir, disons que quand on est dans l'écosystème et qu'on voit, tiens, elle a bossé, ou tiens, elle a eu des missions pour, tiens, elle a réalisé sur tel outil, ou elle a utilisé tel logiciel, ou elle a... là de suite on se dit, bon, bien, elle connaît un peu notre univers. Donc c'est plus facile. Il y a comme une connivence si ça donne envie de vous rencontrer. Hein? Mais effectivement, on verra que le CV, vous allez l'ajuster presque autant de fois que vous allez postuler. Il n'existe pas un CV écrit. Parce que vous avez des interlocuteurs différents. Alors des fois, ça va changer d'un chouïa, hein, d'accord? Mais des fois, vous avez des interlocuteurs qui vont être peut-être plus intéressés par votre pratique du logiciel, etc., etc. Donc vous allez développer beaucoup plus cet aspect-là dans votre CV que l'aspect des expériences ou des tests, parce que ce n'est pas ce qu'ils attendent après vous. D'accord? Bien que vous l'ayez fait. Mais à développer et à intéresser votre interlocuteur, intéressez-le parce qu'il, lui, il attend et qu'il veut voir. D'accord? Donc forcément, vous avez des CV qui s'adaptent et qui sont sensiblement différents selon les interlocuteurs. Ouais. Donc voilà, ça vous le regarderez à souhait. Ça, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ah ben voilà, c'était pour montrer donc qu'un écosystème, donc vous avez une équipe, d'accord? Alors, lambda, hein, vous avez un dirigeant, responsable administratif, le DRH, peut-être le responsable de laboratoire, vous savez peut-être mieux comment s'organisent que moi les laboratoires, l'analyste spécialiste en quelque chose, les analystes assistants, les analystes, enfin voilà, les laborantins, et je ne sais pas. Et ensuite autour, donc une fois qu'il y a l'équipe, donc c'est Armel qui disait qu'il y avait cet écosystème à l'interne. Après, vous avez un rayon direct qui sont les fournisseurs, les labos partenaires, les clients, d'accord, qui sont avec qui vous travaillez en direct, d'accord. Et puis après, on peut avoir un autre rayon d'acteurs autour, qui sont peut-être les acteurs qui gèrent des concours, peut-être des fonds de la région, des fonds du ministère de la Recherche, du fonds européen, d'accord, qui font que cette dynamique peut fonctionner. Et puis alors après, bon, je n'ai pas trop su, hein, mais on peut encore avoir et extrapoler avec d'autres acteurs qui peuvent avoir lien avec l'activité.
D'accord. Qu'est-ce que je vous ai mis là? Donc l'écosystème d'une organisation est composé de différentes institutions, établissements, acteurs. Votre profil professionnel peut prendre place donc, dans cet écosystème. Place. D'exercer l'un ou l'autre des acteurs vous permet d'accéder... Ah voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où vous avez peut-être une entreprise ou un labo en vue, peut-être que si vous n'arrivez pas à y rentrer directement, vous pouvez peut-être y rentrer par un acteur de son écosystème pour pouvoir faire partie d'eux et être du coup plus rassurant parce que vous avez travaillé pour un de nos partenaires essentiels et ça donne envie de vous rencontrer en entretien. Ça va? Pas de questions? Lorsqu'on a, et c'est ce qui évoquait Jean-Nicolas, c'est bien Jean-Nicolas hein, entre le début du jour. Voilà. Comment ça se passe dans une entreprise? Dans une entreprise, alors là je vous donne un exemple. Voilà, vous avez un cas où une capitaine à bord avec des services différents, du commercial, de la communication, du marketing. Bon, j'ai mis un exemple, d'accord. Donc imaginez donc cet immeuble avec différents services et différentes équipes qui se côtoient plus ou moins, voilà. Qui se regardent en chien de faïence à la machine à café parce que j'ai trop soif, voilà. Hein, vous avez une véritable cour d'école, hein, d'accord. Ne vous attendez pas à ce que des professionnels soient plus adultes que nous le sommes aujourd'hui ici. Hein, voilà. Vous allez avoir des bis-bis, des machins. Alors, vous pouvez être embauché, comme le disait Jean-Nicolas, juste pour réaliser le temps du projet, d'accord. Et autour de ce projet, vous allez avoir justement ces gens-là qui fritent un petit peu une fois et qui se disent du mal, mais vous allez l'avoir autour de la table, parce que le projet a besoin des différents profils, d'accord. Donc vous allez vous retrouver avec des gens qui ont un jargon, une façon de voir les choses, ou des postures un peu différentes, parce que peut-être dans ce cadre-là, il y a une animosité entre services, etc. Et des fois, vous allez mal comprendre pourquoi telle personne a répondu de manière agressive à l'autre. En fait, ce n'est pas une histoire de personne, c'est juste une histoire de service. D'accord. Bon voilà, vous allez vous retrouver là, vous allez compter les points, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi, d'accord. Mais vous pouvez arriver juste le temps du projet, le projet se termine et puis vous repartez, d'accord. Ouais. Dans le cas de proposition spontanée, candidature spontanée, est-ce qu'il vaut mieux un peu étoffer la demande, enfin votre motivation sur l'entreprise ou sur un projet en particulier? Alors, Jean-Nicolas nous demande si c'est en motive sa motivation pour entrer dans l'entreprise ou pour un projet en particulier. D'accord. Moi, j'ai envie de dire, le tout, c'est de motiver. D'accord. Que ce soit l'un ou l'autre. L'un et l'autre. Hein, d'accord. Ce qui est important, c'est de le trouver. La motivation, quand on dit lettre de motivation, c'est pas je suis motivé à travailler. Non, non. C'est je veux travailler chez vous. Et pourquoi je veux travailler chez vous? Flattez-moi. Dites que vous avez envie de travailler à 410, dites qu'à 410 vous le lisez et vous voyez ce que je fais et vous voyez les activités que j'ai menées, les missions. Waouh, ils s'intéressent à mon activité. Waouh, bah oui, bah ouais. Dites, motivez votre intérêt à travailler chez moi. Ouais. C'est que des fois, quand je dis que plusieurs projets dans la même entreprise m'intéressent, j'ai l'impression qu'ils se disent en fait, il veut juste prendre quelque chose comme ça. Alors qu'en réalité, plusieurs projets m'intéressent, mais j'ai l'impression que si j'en demande qu'un et qu'il n'y a pas de recherche de stage sur celui-là, en fait, j'aurais plus de chance avec le projet. Parce que si je relance une lettre en disant ah, mais en fait, l'autre, finalement, il me plaît, je me dis ah ouais. Donc la crainte d'être trop précis en disant ah ouais, là, le projet que vous faites, j'adorerais pouvoir être stagiaire, et en fait, finalement, on vous croit trop. Non, en fait, il n'y a pas de disponibilité sur celui-là. Oui. Et sur l'autre, peut-être oui, mais oui. du coup, je vais dire ah, mais en fait, l'autre aussi. Oui. Ils vont penser peut-être que je suis juste un opportuniste qui prend tout ce qu'il veut sans vraiment être intéressé en faisant un peu d'intérêt. Oui, je comprends. C'est pour ça que je demandais soit l'entreprise, soit le projet, mais je trouve que si on fait l'entreprise, peut-être. Alors moi, alors, si vous savez de source sûre que sur le projet, ils recherchent du monde, on peut l'évoquer. Mais si on ne sait pas de source sûre, dites de préciser que vous savez que ce projet existe. C'est pas déconnant. Moi, j'insisterai effectivement, en discutant, j'insisterai sur l'entreprise, ce qu'elle fait, etc. Et puis là, votre projet que vous faites est super. Que même si on ne vous retient pas pour ce projet parce qu'il n'y a pas de poste à prendre, on voit l'intérêt au point que vous savez qu'il y a ce projet-là qui existe. Hein, mais effectivement, soyons peut-être, marchons sur des œufs, on ne sait jamais, et pas se fermer. Hein, ouais.
Je mets bâtir un projet de recherche d'emploi en cohérence avec la réalité économique. Ça signifie aussi par rapport peut-être aux prétentions financières. Regardez déjà, avant de vous faire une idée de ouais, moi j'ai 4 000 euros, c'est de se dire déjà quels sont les salaires qui sont proposés d'ordre général quand ils sont annoncés, parce que je suis d'accord avec vous, il n'y a pas toujours les montants des salaires. Oui, donc voilà, peut-être regarder un peu les montants des salaires qui sont proposés dans ces milieux-là. Pour avoir eu 4 patrons en 12 ans, une chose est certaine, et ce que je peux vous dire est vérifiable, c'est que vous n'arriverez à augmenter votre salaire qu'en changeant de patron. Parce qu'une fois qu'on rentre avec un patron avec un salaire, ouais, vous allez augmenter un petit peu si vous augmentez, mais l'augmentation ne se fera pas. Elle ne sera vraiment pas possible. Voilà, sachez-le. Peut-être que je suis une exception qui confirme la règle, hein, mais ouais. C'est vraiment parce qu'ils ne voient pas la valeur des employés, au final, vu qu'il est déjà là, ils ont plus à... Alors, c'est très juste. Il y a des fois, je pense que dans la fonction publique, il y a des grilles salariales qui font qu'elles garantissent une croissance continue du salaire. Mais c'est minime. Mais il y a une croissance. D'accord? Mais dans le privé, comment? Il y a déjà l'augmentation obligatoire. Mais si après on veut vraiment avoir une augmentation significative, il faut vraiment changer d'employeur. Avec des responsabilités. Et là, toujours, c'est un peu compliqué parce qu'on veut avoir une exigence salariale, mais on se dit, mais en face, on ne sait pas ce que demandent les candidats. Voilà, hein, c'est des jeux un peu de poker, hein, c'est certain. C'est pour ça que si vous cherchez du taf, alors que vous êtes déjà dans l'activité professionnelle, vous pouvez poser une exigence, et puis c'est plus cool que quand on part avec rien et on se dit qu'on est prêt à prendre tout ce qu'il y a à prendre. En tout cas, moi, si j'ai une stratégie, une tactique à vous donner, c'est trouver du taf au plus vite. Parce que quand vous êtes en poste après, ne vous arrêtez pas de chercher du boulot, parce que c'est peut-être pas celui que vous voulez, et vous continuez à chercher, d'accord? Mais on va beaucoup plus facilement vous recruter si déjà vous êtes à l'activité professionnelle. Non, il n'y a pas de maximum. Ce qui est important, en fait, c'est de voir comment vous avez piloté. Je reviens sur cette notion de projet que j'essaie de vous transmettre dans la première vidéo. C'est voir qu'il y a une logique et une poursuite. Qu'est-ce que vous recherchez? Je donne un scénario, je raconte un scénario, j'explique. Voilà, j'avais mené le projet a bien, et puis ce qu'il y avait derrière m'emballait moins. Et là, ce que vous proposez là, c'est génial. J'adorais. Voilà, ce serait une continuité logique. Vous voyez, il faut raconter aussi une histoire. Mais voilà, il faut se raconter un scénario, quoi. Et aussi, j'ai une question, parce que tout à l'heure, vous disiez, le salaire, je me demande ce que c'est pas qu'on change. Si vous changez pas de patron. Oui, si on change de patron. Ah, si on change de boss, c'est ça. Ah. C'est ce que j'ai remarqué. Alors, j'ai pas de labo de recherche scientifique sociologique pour pouvoir la tester, mais de mon vécu, je n'ai pu voir une augmentation que quand j'ai changé de patron. Voilà. Comment? Ouais, alors ils ne demandent pas les fiches de salaire, donc on peut se dire, voilà, si admettons j'étais à 1008 avec l'ancien patron, je disais, je suis à 1950, ça serait bien là, quand même que je passe au KD 2000, et voilà, de 2002 quand même avec les responsabilités que vous me demandez, et puis de grignoter un petit peu comme ça. Et il y avait à nouveau, J'ai peut-être une vision ancienne sur ce point-là. C'est simplement sur le fait que si vous partez du principe que dès que je ne juge pas, alors je choisirai en simplement le concept. Juste, j'essaie de comprendre le fait de changer dès que ça nous saoule. C'est un super concept, je trouve ça très bien. Non, c'est le mien. C'est le mien. Je trouve ça bien. Pour autant, les entreprises aujourd'hui, telles que j'en ai l'image en tout cas, il y en a certaines qui vont être plus avec un système peut-être plus ancien, plus ancien, pas plus archaïque, mais plus ancien, qui ne vont pas aimer simplement le fait de changer vraiment d'entreprise trop souvent, même si c'est 2 ans. Donc ils vont se dire, ok, je vous engage sur une chose,
mais en fait, ils savent pertinemment que vous pouvez leur faire le même coup que vous avez fait à ceux d'avant, de partir au bout de 2 ans, ce genre de choses. Donc c'est un échange, puisque il faut qu'en contrepartie, l'entreprise vous donne des missions qui puissent vous stimuler, qui comprennent un petit peu, donc ça c'est le rôle du manager, mais qui puissent vous stimuler, changer un petit peu les choses, c'est d'accord. Mais ça peut quand même fortement refroidir quand ils souhaitent vraiment des employés durables, quoi, qui restent là. À partir du moment où un employeur est prêt à vous recruter, il va vous sortir tous les arguments possibles. Oh, vous êtes une femme, vous êtes trop jeune. Oh, mais vous comptez vous marier, vous allez avoir des enfants. Mais alors, vous voulez prendre ma place, vous voulez être patron? Non, mais il y aura toujours un argument, d'accord? Là, aujourd'hui, moi, si je vais sur le marché du travail, je suis trop vieille. Mais il y a quelque temps, j'étais trop femme. Ou avant, j'étais trop jeune. Bon, voilà, il y a un moment où... donc, ne vous laissez pas embarquer par ça. Je ne sais pas qui se répète tous les 1 an, 2 ans, là, c'est pas forcément pour... Bon, moi, franchement, on ne me l'a jamais reproché. Ouais, pourtant, j'ai énormément entendu où vous avez changé de travail. Voilà. Pas pour moi, mais... On peut répondre ce que disait Jean-Nicolas. À la limite, c'était le temps d'un projet. J'avais un projet, il a duré 10 mois, on m'a gardé un peu plus, mais bon, on n'avait pas d'autres projets derrière, et ce qu'on me proposait, ça ne me stimulait pas. Moi, j'aime être motivée, moi, j'aime être impliquée. Moi, si c'est pour faire de la gestion au quotidien, ça ne m'a pas motivée, ça ne m'a pas stimulée. Vous voyez qu'on peut toujours trouver un truc qui permet de prendre le contre-pied, de dire, voilà, moi, je suis d'un tempérament qui aime être dans l'un. Là, vous voyez, on a convenu que je ne pouvais pas aller plus loin. Là, le projet était génial, je me suis éclatée, et puis à la fin du projet... Vous voyez, on peut, et ça peut faire ressortir votre personnalité. Justement, plutôt cette mentalité que vous avez visiblement commencé à avoir, ça donne en fait plus l'impression pour des startups, par exemple. C'est typiquement ce qu'ils recherchent, en fait. C'est d'être motivé sur vraiment des missions, je sais pas comment dire, lancer une boîte, donc des gens motivés, qui soient dynamiques, qui ont fait plein d'expériences. Le problème des startups, c'est que ils veulent beaucoup avec très peu d'argent. Donc ils vont vous faire bosser énormément avec effectivement, vous êtes embarqué dans le pari, non pas pour vous exploiter, mais pour se dire, allez, on se serre tous la ceinture, comme si vous étiez vous-même chez l'entreprise, et vous dire, et au bout, il faut qu'on aboutisse à quelque chose. Voilà. Mais si au bout ça n'aboutit pas, comme beaucoup de startups, vous seriez saigné. Voilà. Alors on l'assume ou on ne l'assume pas, mais effectivement, ça peut être le cas. Pardon, Jean-Nicolas, j'ai oublié le... C'était une question sur est-ce que l'ancienne entreprise, non, la nouvelle entreprise va appeler l'ancienne entreprise pour demander comment on fait. Est-ce que l'ancien employeur peut appeler le nouvel potentiel employeur pour avoir des infos sur vous? Alors moi je vous le souhaite parce que je trouve que c'est des pratiques qui ne se font pas. Chez les Suisses, ils ont une personne qui le paie exclusivement pour vérifier tous les CV. Voilà. Tous les CV. Et donc qui peut effectivement et qui appelle systématiquement les anciens employeurs, etc. C'est une pratique. En France, ça ne se fait pas. Mais par contre, vous pouvez encourager lors de l'entretien. Alors, quand vous partez d'un boulot et où vous avez été apprécié dans votre travail, repartez avec une lettre de recommandation. N'hésitez pas à la demander. Dites que c'est précieux pour vous, parce que vous êtes en début de carrière, vous avez besoin de la bâtir. Ayez ce réflexe de demander une lettre de recommandation. D'accord? Voilà, ce qui vous permet de pouvoir l'attester. Dans la lettre de motivation, de dire voilà, mes anciens employeurs sont contents. D'ailleurs, je pourrais vous présenter dans de notre entretien les lettres de les recommandations qu'ils m'ont transmises.